est parti. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir dans ma voiture, attention, j'ai fait une petite présentation, Madame Janine Bonaggiunta. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Parfait, voilà. C'est parfait. Ça, c'est mon côté italien, côté napolitain. Très grande avocate au barreau de Paris, qui a été, alors vous étiez avec votre associée Nathalie Tomasini, les premières à plaider. Alors j'ai mis la cause des femmes, mais c'est pas tout à fait ça, c'est plus pointilleux que ça, vous êtes les précurseurs, comment on dit? On va dire ça, de la défense des victimes de violences intrafamiliales. Voilà. Et alors moi c'est un grand bonheur, donc on va pas se mentir, j'ai la chance de vous rencontrer parce qu'on a une amie en commun dont on va taire le nom parce qu'on ne sait pas si elle a envie qu'on la cite, mais à qui on fait des gros bisous. Oui. Et que je remercie déjà de me permettre de vous rencontrer. Alors j'ai 1000 questions, peut-être que je vais vous les poser dans le désordre, mais la première c'est la question que je pose à tout le monde et elle est hyper importante pour moi. Est-ce que vous êtes heureuse ? Globalement, oui, je rends des moments heureux dans ma vie. Globalement, vous êtes quelqu'un qui, vous levez le matin, vous êtes contente de vous lever. Voilà, je suis contente de mon métier, je suis contente d'être privilégiée, oui, j'ai beaucoup de raisons d'être contente. Comme tout le monde, j'ai des soucis, mais je positive et j'y vais. D'accord. Je fonce. Alors, si je vous laisse vous présenter en disant juste que je crois que vous avez eu la vocation, vous êtes donc une grande avocate et vous avez eu la vocation à 13 ans, si mes renseignements, je me suis bien informé sur vous. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un d'extrêmement timide et malgré tout, les avocats me faisaient rêver. En fait, j'ai eu la vocation de manière tout à fait particulière en voyant un feuilleton télévisé où l'héroïne était une avocate et je trouvais qu'elle était particulièrement intéressante de faire ce métier, de sa réflexion. Enfin, j'aimais beaucoup ce qu'elle représentait. Ouais. Et vos parents, si mes renseignements, si je me suis bien informé, vos parents n'étaient pas dès le départ motivés, mais vous avez eu des parents aimants qui ont accepté vos choix. Absolument. Alors ça a mis un petit temps de réflexion puisqu'ils préféraient la sécurité pour moi. En plus, disait-il, tu es une femme, donc c'est quand même aventurier de se lancer dans ce genre de métier qui est complètement incertain. Bon, après, voyant ma détermination, ouais. Ils se sont inclinés, évidemment. D'accord. Vous me faites le lien parce que justement, j'allais vous poser la question, la misogynie dans votre métier ? Bien sûr, mais surtout lorsque j'ai... alors il y en a encore aujourd'hui, ouais. Mais lorsque j'ai débuté en 1985, il est clair qu'il y avait les hommes, les ténors, et puis on était un petit peu considérés comme les collaboratrices, même lorsque nous n'étions plus des collaboratrices, que nous avions notre propre cabinet. Et puis les affaires, finalement, étaient plutôt destinées à ce genre d'hommes qu'à nous. En disant, vous êtes sûr que vous pourrez y arriver, c'est assez compliqué, etc. Donc c'était vraiment les questions que les hommes se posaient, les chefs d'entreprise notamment, avant de vous confier une affaire, de la même manière que les hommes qui étaient inculpés dans des grosses affaires, dans des trafiquants de stupéfiants, ouais, etc. Donc finalement, une femme leur faisait très probablement un peu peur ou un peu d'ombre, enfin peu importe le mot, ils n'étaient pas très rassurés de choisir une femme. Ouais, il a fallu vraiment faire votre trou et votre place. Et vous étiez plusieurs hein, au début, si je suis bien informé, vous étiez quatre filles, je crois, dans un cabinet avec quelqu'un qui vous a un peu lancé. Vous avez eu un espèce de mentor, non ? Alors, nous étions collaboratrices, donc les stages étaient obligatoires à l'époque chez un confrère et donc effectivement nous étions des jeunes avocates qu'il avait choisies, mais c'était un tout autre domaine puisque nous faisions du droit immobilier à l'époque. Donc d'accord. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui ou ce que j'ai fait par la suite. Et puis petit à petit, le hasard a voulu que je m'occupe d'affaires pénales. Mes domaines se sont diversifiés. Ouais. Et donc vous êtes... après vous avez bifurqué sur le pénal.
avec au départ des petites affaires, ou ça a tout de suite été des gros coups, parce que on va y venir à la grosse affaire qui vous a un peu, j'ai envie de dire révélé, mais je ne sais pas si c'est cette affaire-là qui vous a révélé. Oui, très probablement, c'est l'affaire Alexandra Lange qui, voilà. Dès que nous avons débuté, 1 an plus tard, nous étions finalement choisis pour plaider, pour défendre cette femme, cette jeune femme de 35 ans à l'époque, qui avait tué son mari. Ouais. Et comme notre cabinet avait été dédié aux victimes de violences, son mentor à l'époque, enfin qui n'était pas son mentor, mais la personne qui s'occupait d'elle, alors qu'elle était dans un foyer, a pensé à nous. Voilà la manière dont ils nous ont contactés. Et nous avons plaidé, accompagné Alexandra Lange, et nous avons plaidé son affaire. Et elle a été acquittée dans son affaire, parce qu'on a estimé qu'il y avait légitime défense. Ouais. Alors ensuite, vous avez eu Jacqueline Sauvage, mais laquelle des deux, j'ai un doute, laquelle des deux a été difficile d'approche, que vous avez tout de suite été déjà à sa rencontre? Je me souviens, avec votre associé, vous parliez pas beaucoup dans le train, hein, si j'ai bien lu votre livre. Oui. Et le voyage a été dur. Et après, l'approche a été compliquée. C'est avec elle ou avec Jacqueline Sauvage? C'est avec Jacqueline Sauvage. C'est avec Jacqueline Sauvage, avec Valérie Bacot aussi, puisque c'est toujours une longue histoire. Nous allons vers l'inconnu. Nous ne savons pas qui est la femme qui va se trouver devant nous. Cette femme qui a tué, puisqu'elles ont toutes tué leur mari. Et donc c'est une appréhension, bien sûr, je pense des deux côtés d'ailleurs. Ouais, il faut un peu s'amadouer, il faut un peu il y a tout un protocole, quoi. Doit y avoir. C'est très 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 psychologique votre métier. Absolument, absolument. Surtout dans ce type d'affaires, au pénal, c'est quand même psychologique. Il faut essayer de sonder les âmes, en quelque sorte. Hein. Ouais. Ce sont des femmes qui sont taiseuses, puisqu'elles ont toujours appris à se taire, dans la mesure où elles ont toujours été sous emprise d'un homme, qui, justement, menait les choses dans le foyer. Elles n'avaient pas droit à la parole. Et tout d'un coup, on leur demande de nous parler, de se confier. Donc c'est extrêmement difficile. Elles ne le font pas immédiatement, du reste. De vous faire confiance, de donner leur confiance. Il y a vraiment, ça doit être une épreuve, ça doit être une étape. C'est la première étape qui définit tout. Oui, mais nous faire confiance, je pense qu'elles ne nous font pas confiance à la première visite. Hein. Ouais. C'est avec le temps que les liens se resserrent, ou se défont d'ailleurs, hein, puisque c'est très en dents de scie. Hein. Ouais. Il y a des moments ça va très bien, des moments un peu moins, des moments où il y a des réminiscences, et puis leur vécu n'a jamais été simple. Ouais, leur vécu fait de violence, d'humiliation, de dénigrement. Finalement, pourquoi, tout d'un coup, des femmes tendent la main et les croient et sont prêtes à leur parler et à les entendre. Donc tout ça est très, très, très ambigu et tout ça est très confus dans leur esprit. Ouais, ça doit pas être facile. Ouais, Alors moi, je vous donne mon avis parce que, comme j'étais super content de savoir que j'allais passer un moment avec vous. J'ai vraiment bossé, comme on dit. Oui. Et moi, j'ai un avis vraiment tranché. Moi, je trouve qu'on est hyper mal informé en France, en tous les cas, sur la définition d'un pervers. Hein. Et il y a, je pense, beaucoup de femmes, il y a tout un paramètre psychologique, mais confirmez-moi ou pas, beaucoup de femmes qui tombent dans les griffes d'un pervers. Pas par méconnaissance, mais par manque d'infos. Il faudrait faire éclater ça au grand jour. Enfin, vous voyez, je vous explique mal le fond de ma pensée, mais vous voyez, il y a une désinformation, parce que il y a, pour moi, beaucoup trop de femmes qui sont dans les griffes de tordus complets. Oui, effectivement, mais en même temps, il n'y a pas de mode d'emploi réellement. Il y a des alertes, il n'y a pas de définition précise, et puis tout dépend de la personnalité de la femme qui est en face de cet homme. Ouais. Généralement, ce ne sont pas forcément psychologiquement, je dis bien, ou psychiquement, des femmes très fortes. Il y a des fragilités au fond d'elles, alors qu'elles peuvent être chefs d'entreprise, avocats, psychologues. Et malgré tout, elles tombent dans les griffes de ce genre de personnage, de personnalité. Donc je crois qu'il ne faut pas s'en vouloir lorsqu'on rencontre un homme qui vous séduit très fort,
puisqu'elles me disent toutes que ce sont des hommes qui sont des princes charmants, mieux qu'un prince charmant auquel elles ne croyaient jamais. Et tout tombe dans le panneau, parce que justement, il est prince charmant. Ils disent que vous attendez. C'est-à-dire que vous aimez, je sais pas, vous aimez le jazz, il va adorer le jazz, alors qu'il déteste ça au fond de lui. Donc en fait, il est menteur, il est manipulateur à la base. Et puis très vite, son vrai visage va se révéler, mais c'est déjà trop tard, bizarrement, puisqu'il fait très vite pour séduire. Et séduire tellement bien que ces femmes ne peuvent plus s'en passer. Tant et si bien que lorsque cet homme va être différent de ce qu'elles ont connu, elles vont se dire c'est de ma faute. Parce que s'il se transforme, j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas. Puisqu'il était tellement merveilleux que très probablement mon comportement fait qu'aujourd'hui il l'est moins. Ils les mettent dans une espèce de culpabilité. Vous avez dû entendre des trucs vraiment et vivre des choses vraiment dures. Oui, j'entends encore et tous les jours, alors que je pense que j'ai tout vu, tout entendu. Eh bien non. L'imagination de ces hommes, avec des personnalités extrêmement manipulatrices, extrêmement perverses, n'ont pas de fin, en fait, sont sans limite. C'est ça, il n'y a pas de plafond dans la méchanceté, dans la bêtise humaine, et puis dans la... Alors souvent on dit, quand on veut se faire l'avocat du diable, que ces gens-là ont eux-mêmes été victimes, donc ils retranscrivent, c'est tout un... Ah oui, très probablement et très certainement, puisque sinon on ne peut pas agir de cette manière. Alors après, c'est ce que je dis à mes clientes, qui finalement les ont connus merveilleux, très forts, et puis tout d'un coup ils se sont posés en victimes. En disant, si j'ai ce comportement, ça n'est pas parce que c'est moi, mais parce que j'ai été mal aimée, parce que mon père m'a frappée, parce que... Et je leur dis, ok, très bien. Ils ont très probablement des excuses. En même temps, c'est pas votre histoire. Vous n'êtes pas obligé de supporter ce qu'ils vous font vivre. Il faut penser à vous, avant tout. Sinon, vous n'y arriverez pas. Sinon, vous n'allez pas survivre et sinon, vous allez mourir. Car beaucoup de femmes se suicident, beaucoup de femmes tombent malades. Donc, il y a des histoires extrêmement difficiles à entendre. Beaucoup de femmes s'en sortent pas. Beaucoup de femmes ne s'en sortent pas parce qu'elles préfèrent mourir, en fait. J'ai eu le cas, moi, dans mon entourage, une pote, 5 enfants abandonnés, trahis, frappés, et je crois qu'elle n'en est toujours pas sortie. Elle se sépare par moment, elle rebondit, et puis donc le conseil à donner, c'est jamais abandonner. Et puis avec des gens comme vous, j'ai envie de vous dire, elles peuvent pas se sentir, elles peuvent pas. Elles sont plus seules au monde comme peut-être il y a 20-30 ans. On fait partie d'une génération où peut-être... Est-ce que la justice a évolué de ce côté-là ? Alors, déjà, ces femmes sont entourées, bien sûr, par les avocats, par les associations. Il y a quand même des aidants. Il y a des gens qui peuvent les accompagner. La justice a-t-elle évolué ? C'est la difficulté que nous avons, c'est que la justice évolue pas à pas, mais petit pas à petit pas. C'est-à-dire qu'en fait, les magistrats qui vont juger ce genre d'affaires ne comprennent pas réellement ce que ces femmes peuvent vivre par manque de formation, puisqu'il faut quand même être formé pour identifier ces femmes, pour les croire surtout, et pour croire que leur vécu a été horrible, a été monstrueux, et qu'aujourd'hui on ne peut pas les juger de la même manière qu'une femme qui n'a jamais souffert de violence conjugale, c'est clair. Donc on est encore au balbutiement, encore au bout de X années, et avec tout ce qui arrive, avec toutes les manifestations, avec tout, effectivement, les éclairages, puisque il y a beaucoup de femmes impliquées ou d'hommes impliqués qui vont dans les lycées, qui vont dans les collèges, qui vont dans les écoles. Et je pense que c'est dès ce départ où il faut alerter les jeunes, de savoir qu'il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui ne se disent pas, et il y a surtout un respect mutuel qui doit être entretenu entre un homme et une femme quand ils vivent ensemble, et même quand ils ne vivent pas ensemble d'ailleurs, quand ils travaillent ensemble. Faut un peu tout remettre, faut remettre toujours l'église au centre du village, et puis informer.
L'information est importante, l'éducation est importante. Bien sûr, je crois que tout le monde est dépassé, en fait, puisqu'il y a tellement de révélations à l'heure actuelle que l'on ne soupçonnait absolument pas, qui finalement alertent les gens, mais en même temps leur font peur. Ouais. Et est-ce que c'est ce qui vous a donné, pas facile à dire cette phrase, envie d'écrire? Oui, pour dénoncer, pour alerter, pour aussi ne pas croire que mon métier, il n'y a qu'une façade, celle que l'on voit, mais il y a aussi les coulisses. Un petit peu comme un comédien, je veux dire, il faut apprendre les textes, il faut travailler les dossiers. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup aussi, on a aussi comme tout le monde nos fragilités qu'il faut surmonter, qu'il faut finalement éviter de ressentir au moment où on défend l'autre, puisque là il faut complètement s'oublier. Écrire pour dire que c'est un métier, un sacerdoce, je dirais. Il faut vraiment le vouloir, parce qu'il y a des moments très difficiles, le regard des autres, la jalousie, par des tas de personnes, et puis se confronter en permanence, se confronter avec les magistrats, se confronter avec les confrères et se confronter aussi avec les clients, qui sont pas tous, qui ne sont pas forcément reconnaissants, alors que on estime qu'on a tout fait, mais peut-être faut-il encore plus à leurs yeux. Puisqu'à partir du moment où on leur donne, finalement, c'est sans limite, là encore. Ils n'arrivent pas à déterminer jusqu'où on peut aller ou jusqu'où ils peuvent aller et nous demander. Voilà. Alors, je fais un petit coup de pub pour votre livre, parce que je l'ai lu. Et moi j'ai adoré, donc je sais maintenant que vous en avez écrit 2-3 autres. J'ai pas eu le temps de les lire avant de vous rencontrer, mais j'aurai déjà une dédicace sur celui-là, je le sais, et j'aurai une dédicace sur les autres puisqu'on se reverra. Mais j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez découvert en écrivant votre livre? Alors, en écrivant. Donc j'ai remis un petit peu mon histoire à jour. Moi qui n'étais pas sûre de moi, moi qui n'aimais pas parler de moi, déjà, donc ça m'a secouée. Il a fallu le faire parce que je l'avais décidé. Et puis surtout, j'ai été un peu plus indulgente à ce moment-là, à la lecture de mon livre, vis-à-vis de moi-même. Je me suis dit, mais c'est pas si mal, finalement, ce que tu es arrivé à faire. Ce que tu es arrivé à passer comme message, à véhiculer comme message, et surtout à accompagner des femmes. C'est-à-dire que je ne suis pas tous les matins sans raison de me lever. Je me lève parce que j'accompagne, parce que je crois à quelque chose et parce que je peux aider des gens et je suis à leur écoute. D'accord. Et ça, c'est plutôt, je dirais, quand je pense à ça, ça me satisfait un peu plus que d'habitude. Voilà, parce que très souvent, je suis trop exigeante avec moi-même. Et en pensant à ça, je me dis, bon, allez, on va un petit peu se calmer. C'est déjà bien ce que tu as fait. Est-ce que les années de barreau, on va appeler ça comme ça, est-ce que les années de barreau solidifient, endurcissent, sensibilisent, enfin, vous voyez ce que je veux, le sens de ma question, est-ce que vous êtes plus fragile, plus dur, plus... Ça bouleverse? Alors, les années de barreau, ça me donne de l'assurance, ça me donne des convictions, mais en même temps, je peux avoir encore les larmes aux yeux quand j'entends une histoire, quand une cliente vient me parler d'elle, de ce qu'elle a vécu. En fait... on est toujours les mêmes. Je crois que lorsqu'on découvre une histoire et lorsqu'on découvre un dossier, on est encore vierge de nos émotions, vierge de nos fragilités aussi, et des fragilités des autres. Donc ça nous émeut bien sûr, toujours. Mais en même temps, ça nous permet, les années qui sont passées, de se dire, très bien, c'est compliqué, mais je vais y arriver. On y croit. Voilà. Alors, vous avez travaillé à plusieurs, maintenant vous travaillez seul ou vous êtes encore... J'ai encore des collaboratrices, des femmes, j'ai eu des hommes et aujourd'hui je suis entourée de femmes dans mon cabinet.
Ouais. Là, est-ce que vous avez... Alors, j'avais une question par rapport à l'international. En fait, j'ai 3 questions en une. Est-ce que la justice française est plus, j'ai envie de dire, juste qu'à l'étranger? Est-ce que vous avez déjà plaidé à l'étranger? Alors, non, déjà, j'ai pas le droit de plaider à l'étranger, mais par rapport au comparatif à l'étranger, alors ça dépend quel étranger. À la fois, la France peut être archaïque sur certains points, notamment par rapport au Canada, où les choses ont évolué en faveur des femmes violentées. Elles sont extrêmement protégées. Déjà en 1991, il y a eu des acquittements pour des femmes qui avaient tué leur mari, puisqu'ils ont considéré les circonstances qui les ont poussées à tuer. D'accord. Alors qu'en France, à la même époque, on ne prenait pas du tout en considération une différenciation entre les femmes qui tuaient ou les femmes qui tuaient parce qu'elles étaient violentées par leur conjoint ou pas. Donc ils avaient déjà beaucoup d'avance par rapport à nous. D'accord. Donc est-ce que alors ma question suivante, c'est en fait, est-ce que la justice a évolué? Est-ce que vous avez vraiment trouvé un changement depuis, ça fait 38 ans que vous... Oui, la justice évolue. Alors j'étais pas du tout dans la même spécialité. Donc à l'époque, on parlait très peu des femmes qui étaient battues ou qui tuaient pour se défendre, pour survivre, etc. Donc on n'en parlait absolument pas. Aujourd'hui, ça a évolué parce qu'on en parle. Elles sont entendues, elles portent plainte. Ce qui a moins évolué, c'est la suite. Ok, on porte plainte et après. Alors certaines fois, on était entendu, écouté. L'auteur des violences est poursuivi et certaines fois, il ne l'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves suffisantes. Voilà, il n'y a que des présomptions. Donc rien n'est parfait, mais effectivement, ça évolue, c'est une certitude. Aujourd'hui, il y a même des tribunaux spécialisés en violence conjugale qui émergent dans certaines juridictions, ce qui est heureux, parce que ça veut dire aussi que les personnes qui vont juger les auteurs de ces violences vont comprendre la problématique, que les tribunaux qui vont juger vont comprendre ce que cette femme a souffert, ce qu'a enduré, même si elle n'a pas parlé, même si elle n'a pas porté plainte, ce qu'on lui a reproché beaucoup de fois, beaucoup trop de fois, devant des tribunaux classiques. D'accord. Vous vous êtes démultiplié les avocates qui sont à rentrer dans ce... Oui, alors effectivement, nous étions les pionnières et pratiquement les seules sur la place de Paris et dans les régions de Provence, etc. Aujourd'hui, il y a une concurrence extrême, puisque toutes les jeunes femmes, et je dirais tant mieux, à condition qu'elles soient formées bien évidemment, se disent aujourd'hui spécialisées des violences conjugales. Donc il y en a vraiment énormément. Alors, qui sont là pour défendre ces victimes de violences. Oui. D'accord. J'ai envie de vous demander votre meilleur souvenir. Le meilleur souvenir, je crois que c'est la deuxième tranche de ma carrière. Quand je me suis occupée de l'humain et que une femme comme Alexandra Lange a été acquittée. Là, ça a été un très très bon souvenir dans ma carrière professionnelle. D'accord. Votre pire souvenir? Mon pire souvenir, ça a été, là encore, une femme qui a tué son mari, Jacqueline Sauvage, et qui méritait d'être condamnée, si elle l'était toutefois, à une peine extrêmement peu sévère. Et elle a été condamnée à la peine de 10 ans et ça a été difficile parce qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, beaucoup de communication avec elle. Les heures n'étaient pas comptées. Et tout ça pour ça a été extrêmement difficile, cette période. En appel, vous avez eu gain de cause, finalement elle a été acquittée, mais en attendant, elle a quand même fait des années de placard. Elle a fait 4 ou 5 ans, je crois. Hein. Oui. Ouais, c'est énorme. Et un autre beau souvenir, c'est sa grâce, bien évidemment, qui concrétise aussi une carrière d'avocat, puisque c'est pas
c'est pas effectivement tous les avocats, ce sont pas tous les avocats qui connaissent ce genre d'événements aussi marquants. Le fait d'être médiatisé, en toute objectivité, c'est positif ou c'est quelque chose qui pervertit le résultat? Une affaire qui est médiatisée, vous êtes médiatisé, vous pouvez plus agir comme bon vous semble, ou ça change rien, qu'il y ait les médias ou pas, de toute façon vous plaiderez de la même façon, l'histoire aura la même... La médiatisation permet d'informer et d'informer le citoyen et les citoyennes. Ce qui veut dire aussi que ça a quand même un impact, en tous les cas, sur l'opinion publique. Après, que le magistrat n'en tienne pas compte, c'est son problème. Mais en même temps, de médiatiser, ça a un rôle... d'information et d'alerte, en se disant attention, regardez ce qu'il peut arriver à une personne qui a autant souffert pendant des années, qui a autant vécu de choses, et finalement elle n'est pas écoutée dans notre justice française. Essayons de modifier les choses. C'est tout simplement ça que ça veut dire, la médiatisation. Donc pour vous, c'est quelque chose de positif? Pour moi, oui. Oui. Ça a changé votre vie d'être connu, le business il est devenu différent, les gens viennent plus auprès de vous, ou on vous tire plus dessus? Parce que j'ai vu que des fois les gens parlent de pognon, si vous voulez en parler 2 secondes. Alors les deux à la fois, je dirais. À la fois les gens viennent plus, et en même temps, finalement... il y a beaucoup de jalousie, ce qui veut dire qu'on a des articles dans les journaux qui disent, par exemple, que nous prenons beaucoup d'honoraires. Et quand je vois toutes les affaires que je fais à titre gratuit, donc ça m'offusque un peu. J'ai pas eu envie d'écrire une tribune là-dessus parce que c'est vraiment, ça me dépasse, ces problèmes d'argent. Et en tous les cas, j'invite vraiment les gens à s'adresser à des pénalistes parisiens, et ils verront que moi je prends l'aide juridictionnelle et je fais le même travail, et ces avocats ne prennent pas moins que des montants absolument exorbitants qui oscillent entre la somme de 50 000 € et 100 000 €. Donc on est dans d'autres terrains, dans d'autres sphères, et eux ne sont pas inquiétés. On trouve très normal qu'ils prennent ces honoraires, et pourquoi pas d'ailleurs, puisque les honoraires sont libres. Et alors que j'estime que je gagne pas forcément ma vie en faisant ces dossiers. J'estime que je suis je dirais un petit peu mise sur la sellette c'est pas forcément à juste titre, voilà. Et ça me fait du mal, en fait. Ça me fait du mal parce que j'estime que je suis honnête, et que finalement les gens vous perçoivent très probablement par jalousie, on est bon à abattre. En fait, dès qu'on a un peu de succès, on est bon à abattre. Voilà. C'est un peu rigolo que d'un coup une avocate parle d'injustice, qui subit une injustice. Oui, tout à fait. Mais l'injustice, nous sommes cernés par l'injustice. L'injustice dans les rapports, qu'ils soient sentimentaux, de travail, avec les pairs aussi. Enfin, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Ça c'est clair et net. Et alors, j'ai une dernière question. Pour finir sur quelque chose de plus drôle, une anecdote. Vous avez une histoire, un truc drôle, je ne sais pas, un magistrat qui chute, est-ce que vous avez vous auriez un truc à me raconter, je ne sais pas, une scène, un avocat qui a oublié sa blouse Alors, dans tous les procès d'assises, il y a une anecdote. Dans tous les procès d'assises, on a très souvent un fou rire. Parce que il y a c'est nerveux. Voilà, d'abord c'est nerveux, et puis les gens se comportent de manière un peu drôle, et finalement on pique ce moment pour se détendre, je dirais. C'est un peu comme dans les salles de garde où les choses sont extrêmement sérieuses, extrêmement graves, extrêmement difficiles, que le moindre petit sursaut de légèreté, on le prend, on se l'arrache, et on rit. Parfois on a du mal à arrêter de rire d'ailleurs. Oui. Et notamment, je pense à la mère d'une des clientes que je ne citerai pas, qui est venue à la barre et qui était tellement maigre et tellement angoissée et tellement en colère contre sa fille. Finalement,
ses jambes s'entrechoquaient, on entendait les os, en fait. Et en fait, on a pensé à des osselets. Et là, on a rigolé, voilà, tout bêtement. Voilà. Alors qu'il y avait que c'est rien le genre de de drôle. truc qui vous fera pas rire en temps normal, mais à ce moment-là, à l'instant T, absolument, voilà. parce qu'on a entendu que ce bruit dans la salle. Et effectivement, c'était anachronique, quoi. C'était complètement délirant. Tellement sous pression que... Tout à fait. C'est un peu comme dans les enterrements. Hein, j'allais vous le dire, voilà. j'allais vous dire, vous m'avez pris de vitesse. Tout d'un coup, on ne comprend pas et on va sourire, on va même rire, alors qu'il n'y a vraiment rien de drôle. Voilà. On s'en veut de rigoler, mais en fait, c'est nerveux. On s'en veut et en même temps, heureusement, on est humain et je pense qu'on a besoin de cette soupape. Voilà. D'ailleurs, c'est un métier extrêmement difficile hein, de plaider devant la cour d'assises. Ouais. Et les gens se défendent comme ils peuvent. Hein. Il y a des hommes qui boivent, il y a des hommes qui fument, ou des femmes d'ailleurs. Hein. Et il y en a d'autres voilà, qui ont d'autres choses, qui mangent ou qui mangent des bonbons. Enfin, on a tous nos petits on va dire, comment on peut dire ça, ce qui nous permet d'avancer. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes qui veulent faire avocat, qui veulent se lancer, qui adorent ce métier, qui ont des difficultés, si vous aviez un conseil à leur donner? Alors, je dirais de ne jamais se désespérer et surtout ne pas écouter les autres. Quand on vous dit, par exemple, vous ne réussirez pas, c'est pas possible, j'ai fait tout le contraire. Hein. Je n'ai pas écouté. Ouais. Et puis, surtout se dire que le chemin qu'ils vont emprunter, finalement, ils vont le tracer. Il n'y a pas de chemin idéal, il n'y a pas de route d'un point A à un point B. Les routes sont sinueuses parfois, mais ça va être leur route. Et il faut qu'ils la construisent, enfin qu'ils la fassent, la route. Vous seriez complètement positif. Quelqu'un, un môme qui arrive et qui vous demande conseil, vous allez l'encourager mais tout à fait. Mais tout à fait. Mais tous les métiers sont difficiles, tous les métiers. Mais à partir du moment où on aime son métier, où tous les matins on se lève sans avoir le sentiment d'aller travailler, en tous les cas d'aller travailler mais sans pénibilité, c'est gagné. Ouais. Ça veut dire que ce métier sera le bon. Celui qu'ils ont choisi sera le bon. Ouais. Vous avez refusé des affaires. Vous refusez des affaires? Alors, je refuse des affaires quand c'est un auteur de violence. D'accord. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'appels d'auteurs de violence. J'ai choisi, en quelque sorte, mon éthique. Je ne défends que des victimes de violence, qu'ils soient hommes ou femmes. Vous avez un code d'honneur. En tous les cas, je ne défendrai pas un homme qui a violé un mineur ou un homme qui a violé une femme. Voilà, ça c'est une certitude. Ou même une femme qui a violé, etc. Alors après, j'ai défendu une femme qui avait tué ses 2 enfants. Et elle a voulu également se tuer, mais... Ah, mais je l'ai lu. Voilà, donc ça faisait partie d'une femme aussi qui était victime de violence, et c'est pour ça que... Voilà, et elle a essayé d'ailleurs de se donner la mort. Tout à fait, les pompiers sont arrivés. Elle avait ses enfants dans ses bras. Absolument. Voilà, je l'ai lu. Absolument. D'accord. Les enfants sont morts, elle a été sauvée par les pompiers. Il y a eu effectivement des années d'emprisonnement. Elle a été condamnée. Et finalement, elle est sortie. Aujourd'hui, elle a une fille. Et même si c'est difficile pour elle, la vie continue. Ouais, elle a réussi à rebondir. Oui. D'accord. Une dernière question, vous gardez des liens avec les gens que vous avez vendus, votre clientèle, on peut appeler ça comme ça. Vous gardez des liens ou ça s'estompe avec le temps? Alors, ça n'est pas systématique. La femme dont je vous parle, oui, j'en ai gardé. Et d'autres, non, finalement, les liens s'étiolent. Alors peut-être que c'est normal. Moi, j'ai toujours du mal. Mais en même temps, c'est normal. Elles font leur vie, elles sont devenues adultes, on va dire. Elles sont devenues affirmées et puis elles n'ont peut-être pas aussi envie que le passé les rattrape. Et qui mieux que leur avocat connaît leur passé? Ouais.
Ouais. Donc à un moment, c'est pas vous qui allez le mettre de côté, c'est le. Enfin, en tous les cas, je l'espère. Mais parce qu'elles ont, à la limite, pas beaucoup de raisons de le faire, puisque elles ont été sauvées quelque part de la prison. Donc elles devraient justement ne rien avoir à reprocher. Donc je pense que c'est plutôt le rappel de ce qu'elles ont vécu avec nous, le rappel des moments extrêmement difficiles, le rappel des pleurs, des angoisses qu'elles ont eues. C'est traumatisant. Donc je pense qu'elles passent à autre chose et tant mieux. D'accord. Alors, normalement, je pose toujours 2 dernières questions. Je vais vous la poser parce que sinon, je ne serai pas dans la lignée de mon personnage. Est-ce que vous aimez le sport? Est-ce que vous regardez le sport? Est-ce que ça vous intéresse? Alors, j'aime pas le sport. D'accord. Alors, je vais juste m'arrêter 2 secondes là, si je gêne pas. Et je vais vous poser la toute dernière question. Oui. C'est la plus importante. Attention. Mais je suis obligé de m'arrêter parce que j'ai quelque chose à vous faire voir. Oh. Voilà. Magnifique, magnifique, merci beaucoup. Avant de vous poser la dernière question, parce que maintenant je peux vous la poser la dernière question. Alors on y va, magnifique. Alors, qui est, attention, vous avez le droit qu'à une seule réponse, qui est le meilleur VTC de la planète? Alors il s'appelle Tonton Maurizio. Maurizio. Vous n'êtes pas sous influence, c'est votre libre arbitre. Alors franchement, je vous conseille de voyager avec lui dans Paris ou ailleurs parce que le temps passe très vite. Voilà. Le temps passe très vite et il y a un brin d'optimisme aussi. Donc ça nous change un petit peu de la morosité parisienne. Ouais. Finalement, il y a du soleil. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Un des plus beaux compliments qu'on m'a fait, on m'a dit t'es solaire. Donc voilà. J'essaye de l'être au maximum et de rencontrer des gens, mais le hasard n'existe pas. Si on s'est rencontrés, c'est que vous êtes aussi solaire. Merci à vous. Je vais vous, en off, vous allez me faire une petite dédicace sur mon livre que on va mettre avec mon assistant, Son Altesse, que j'appelle Son Altesse parce qu'il veut garder l'anonymat. Et on va le mettre en je sais pas comment on dit. Alors j'en ai d'autres, hein. J'ai Journal d'Assises. Oui, aussi, oui. Alors je sais pas, vous me direz lequel vous voulez qu'on mette et on va le mettre. Merci à vous. Merci. J'espère qu'on se verra bientôt. Et voilà, Avec plaisir. Je vais vous libérer.